En fait, on a monté au même partenaire avec Alain et Olivier il y a un peu plus de 3 ans de ça. Et on est parti de... On avait tous en fait un background en financier, on a travaillé dans l'asset management et dans l'investment banking. Donc en fait, les métaux précieux, enfin les métaux c'était pas... Moi j'étais investi en or depuis plusieurs années, mais l'idée c'était pas d'être autour des métaux précieux, c'était qu'on allait vivre en fait un changement de paradigme. Alors ça veut dire quoi, le changement de paradigme? Ça veut dire qu'en fait, on a tous fait nos carrières dans une période où il n'y avait pas d'inflation et où il y avait une croissance qui avait été alimentée par la dette, par une fuite en avant depuis en tout cas les dernières 25 années. Ça a commencé avec la Great Moderation et Alan Greenspan au début des années 2000. Et en fait, je suis arrivé au constat en 2021 qu'on allait probablement changer d'air. C'est-à-dire qu'on allait entrer dans une période où l'inflation allait devenir plus structurelle. Donc ce n'était pas du tout ce qu'on a connu dans nos carrières pour les partenaires de domaine. Et que la croissance, en revanche, on arrivait à un point où la dette était tellement abyssale que en fait, la croissance allait être contrainte par cette dette. Donc c'est ce que j'appelle en fait le paradigm shift. C'est-à-dire qu'on était dans un certain paradigme pendant 25 ans qui ont fait que les prix des actifs a monté très fortement. Il y a eu des accidents sur la route, hein, la crise de 2008, mais en fait il y avait ça. Alors j'ai voulu commencer cette présentation avec deux blagues, enfin pas des blagues, mais 2 remarques contre cette industrie minière qui a énormément souffert. Il y a d'abord la personne Mark Twain, qui en fait c'était Tom Sawyer au 19e siècle, qui a dit en fait qu'une mine c'est souvent un trou dans la terre avec un monteur à l'entrée. Donc en fait ça c'est pour représenter un peu tout ce que toute la mauvaise presse en fait. C'est l'image qu'on a. Benoît a parlé des Canadiens, des Australiens, des Sud-Africains. Et ils ont ce côté all-in et effectivement, souvent quand tu es investisseur, tu te poses des questions. Et puis il y a des grands monsieur de l'investissement comme Warren Buffett qui ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi en fait on fait un trou dans la terre, on va chercher de l'or, on le sort, on va le remettre dans un trou en Suisse. Et voilà, il dit de Mars, ça paraît un peu bizarre, quoi, de voir ce type. Bon voilà, c'était tout ça, c'est parce que en 30 ans de marché, en fait, faut rester humble, il y a des avis partout. Par contre, je vais vous convaincre que c'est le moment, là, de rentrer. Et je vais parler de cette inflation structurelle, parce que c'est en fait là où on a retourné beaucoup de cailloux depuis 3 ans à Paris. Et c'est là où on a été vraiment toujours repoussé. Déjà sur ce point. Alors, ça c'est un chart qu'on a présenté dès le début. Et en fait, l'idée c'est de dire, voilà, on avait un terreau inflationniste, avec en fait des banques centrales qui ont imprimé de l'argent pendant 25 ans, qui ont créé une dette qui était déjà très grosse, et puis il y a une démographie chinoise qui a piqué au milieu des années 2010, qui fait que c'est structurellement plus inflationniste que ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire qu'avant, l'économie chinoise, c'était déflationniste, c'était les producteurs d'usines du monde. Maintenant, ils ont un vieillissement de la population, et ce vieillissement fait qu'il y a des dynamiques inflationnistes qui sont sous-jacentes. Et puis, il y a eu cet événement, en finance, on dit que c'est le catalyste, c'est le Covid-19, donc qui est apparu en début 2020, et qui a créé une disruption des chaînes de valeur, et qui a fait que, vous savez, l'inflation, je dis souvent, c'est comme le ketchup. Taper sur la bouteille pendant des années, ça sort pas, et quand ça sort,
il y en a partout sur la table. Et ben en fait, si vous rajoutez ce Covid qui a été le catalyste le catalyste en fait du cocktail existant, hein, et ben en fait, on a commencé à avoir de l'inflation. Et ça, c'est Powell en l'été de 2021. Il s'en était même pas rendu compte. C'est-à-dire qu'il dit l'inflation est transitoire. Alors, en fait, on est 3 ans après. Il y a eu des effets de base, mais elle est toujours là. Et puis, depuis, on a rajouté à ce chart en fait toute la partie fiscal spending. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, comme d'un point de vue monétaire, il devait un peu s'arrêter. Il ne pouvait pas continuer. Enfin, les taux étaient déjà à zéro et les taux se sont mis à monter. Ben, en fait, voilà, il y a eu des dépenses d'infrastructure, il y a eu le tout ESG qui fait qu'on peut dépenser en disant voilà, mais oui, mais c'est pour le bien de la planète, c'est pour le. Donc on peut continuer. Il y a toute cette rhétorique autour du climate change, et puis est arrivé aussi un monde qui est devenu multipolaire. Alors je vais parler un peu plus de ça. Donc en fait, ce paradigme shift que j'explique, il est en train de s'accélérer. C'est-à-dire que il y a 3 ans, quand j'en parlais, personne, je recevais que des critiques. Et en fait, tout s'avère se réaliser petit à petit. C'est-à-dire que la dette, on était à 20 000 milliards de dollars avant le Covid. On était à 30, on a fait une conférence il y a 1 an, on était à 34 000 milliards de dollars. On est à 37 000 milliards de dollars 14 mois après, ou 12 mois, oui, 14 mois après. Ouais, on creuse 1000 milliards tous les 80 jours. Tous les 80 jours. Voilà, la charge de la dette aux États-Unis, au Covid, c'était 300 à 400 milliards de dollars par jour. On est à 1,2 trillion. 1,2 trillion, c'est le budget de la défense américaine. Donc c'est impossible de continuer comme ça, dans un environnement où les taux continuent à monter. Donc ça veut dire qu'en fait, les États-Unis ne peuvent même plus emprunter à long terme. Ils sont obligés de raccourcir et d'émettre de plus en plus à court terme parce que, en fait, avec des taux qui sont moins élevés. D'un point de vue géopolitique, je fais 16 ans de carrière à Hong Kong, dont je connais bien en fait tout le Far East. On a vu, il se prépare depuis très longtemps. Mais toute cette croissance du Big South et des BRICS, BRICS c'était quelque chose qui a été inventé dans les années 2000 là, par Goldman Sachs. Ça veut dire Brésil, Russie, Chine, Inde, oui, l'Inde. En fait, ils se sont préparés. Et là encore, souvent en finance, il faut trouver un catalyste. Et le catalyste, ça a été la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, c'est le moment où en fait les BRICS ont dit on veut plus de ce bullying du dollar et des États-Unis. Et il y a eu une accélération en fait dans cette alliance du Grand Sud entre la Chine, entre la Russie, mais le Middle East aussi. Il faut savoir que Xi, en décembre 22, était pour la première fois dans les pays du Golfe, et il a fait un discours en disant je suis votre plus gros consommateur de pétrole. Jusqu'à maintenant, on est obligé de vous l'acheter en dollars. Dans le futur, je vais vous l'acheter en renminbi. Et vous inquiétez pas, les renminbi, si vous n'avez pas confiance, vous allez me les rendre parce que je vais venir vous installer des Silicon Valley. Donc en fait, les États-Unis vous ont promis en 1973 contre le pétrodollar de la protection, mais en fait, nous, on vous promet de la croissance. Et donc vous allez maintenant accepter nos renminbi. Et depuis, ils ont mis des vaults directement au Middle East, en disant des vaults où ils vont stocker leur or. Ils ont créé en Chine, ils ont créé au Middle East. À Hong Kong. Et la convertibilité, donc en fait, de nos renminbi en or. Et l'or, on ne le détient pas chez nous. On vous dit c'est converti, mais on va le mettre chez vous, l'or. Donc en fait, toute cette histoire de Big South et de dédollarisation et de la fin du pétrodollar, c'est en train de se passer là. Une énorme accélération. Ensuite, les politiques, la crédibilité des politiques. Je pense qu'en France, tout le monde est au courant de ce qui est en train de se passer, aussi bien d'un point de vue politique fiscal. Mais c'est partout. Mais c'est un phénomène mondial, c'est pas uniquement la France. C'est UK, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis. Le Canada. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est pas uniquement Macron. Hein. C'est un peu partout pour le. Et puis les banquiers centraux, c'est aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qu'en Chine, qu'au Japon. Il n'y a plus de discipline fiscale. Il n'y a plus de discipline fiscale.
Bulle des marchés. Alors la bulle des marchés, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est. Nous on a vécu, enfin moi j'ai vécu à travers le. J'ai commencé dans les années 90, donc j'ai vu la crise asiatique, j'ai vu le dot-com, j'ai vu 2008. Et on me dit, ça ressemble beaucoup au dot-com. Hein. On me dit non, mais c'est différent, le dot-com ils faisaient pas de profit, là, ils font des profits absolument incroyables. Quand on voit l'annonce qui fait que Oracle prend 25% dans la journée, où OpenAI s'engage à payer 60 milliards à Oracle, 60 milliards alors qu'ils ne font que 12 milliards de top line, pour construire en fait des infrastructures, bah moi en fait ça me rappelle beaucoup le dot-com. Même si l'AI c'est le futur, mais en fait le dot-com c'était aussi le futur. Mais le Nasdaq il a perdu 80% entre 2000 et 2002. Donc en fait les marchés qui aujourd'hui sont très chers, le Warren Buffett indicateur qui est au-dessus de 200% en fait. Le price to book, le price to sales qui est au-dessus de 3. Tout ça, c'est des choses, c'est au-dessus des niveaux de 2000, c'est au-dessus des niveaux de 2008. Et il y a Shiller qui a créé, qui a créé un indice qui s'appelle le Compound Average Price Earning, qui est la théorie de Shiller, et qui est en fait le price earning sur les 10 dernières années réalisées. Et ben on est à 40. Et 40, c'est aussi au-dessus de 2000 et aussi au-dessus de 2008. Donc, effectivement, il y a des arguments pour dire que cette fois c'est un peu différent et que l'IA va tout changer. Mais il y a aussi des arguments pour dire qu'à chaque fois ça a été aussi cher, généralement ça se termine mal. Sur l'économie américaine, deux remarques, ouais. Juste, enfin je prétends rien du tout vous apprendre ici, mais pour aller dans votre sens, on lit aussi de plus en plus cette prise de conscience de deals croisés entre, mettons, un AMD, OpenAI, Oracle, un ou deux autres acteurs exactement justement qui sont même de plus en plus dépendants les uns des autres. Ils sont tous dans la même partie, ils ont tous dépassé le test d'alcoolémie et donc allez on y va. Et demain matin en fait le réveil va être, je pense, assez compliqué. Au niveau de l'économie américaine, on a vu il y a commencé à y avoir des failles là. C'est-à-dire que la création d'emplois au mois d'août, là, pour le mois d'août, donc qui a été publié en septembre, on est à 20 000 emplois créés. 20 000 emplois créés, c'est sur une population de 350 millions, et puis c'est pas 20 000 emplois créés de gens super formés, hein, c'est des flipping burger jobs, hein. C'est des Deliveroo, voilà, c'est absolument zéro. Ils viennent de réviser la création d'emplois entre mars 2024 et mars 2025 de 900 et quelques mille emplois. C'est-à-dire 78 000 emplois par mois ont été créés sur cette année, fake emplois, ont été déclarés fake. Donc en fait, on est dans probablement à un moment où, ce que j'appelle de tipping point. Donc tout ça pour vous dire que je pense que en fait ça va s'accélérer. Le paradigme shift qu'on avait identifié va s'accélérer. Là c'est un... un autre élément. C'est que il est dit, et j'ai lu plusieurs articles dans le Financial Times récemment, que l'IA détruit de l'emploi. Détruit. Bah ça c'est aussi une Au question. début, ils disaient Qu'est-ce qu'on va tous... de l'emploi. Maintenant, le discours a évolué en disant ça détruit de l'emploi. Du coup, ça accélère. Ça accélère effectivement. Ça va accélérer. C'est désinflationniste le fait qu'il y ait peu d'emplois et que l'IA. Oui, alors. C'est plutôt désinflationniste. C'est ce qu'on nous dit. Quand je reviens, en fait, si on n'a pas d'inflation, malgré tout ça, si on n'a pas d'inflation, il faut s'inquiéter parce qu'on va avoir une crise, on va avoir une récession. Donc en fait, sur des fondamentaux comme ça, fondamentaux économiques qui s'affaiblissent, en fait, la seule solution c'est d'aller vers un peu un monde où il y a de l'inflation, voire de l'hyperinflation. Et si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on va avoir 29. En fait, et donc voilà. Ici, bon, c'est un chart sur la dette. Hein. J'ai nommé les chiffres, mais on voit visuellement, on voit que à la fois la dette devient exponentielle et qu'à la fois la charge de la dette depuis 2020, c'est vertical. En fait. Donc, un deuxième point, ça c'est un peu plus financier, c'est de dire, voilà, dans l'histoire, donc
on voit que les taux d'intérêt, cette période-là, qui a commencé par Great Moderation, en fait, ça avait commencé avant, dans les années 90, avec des taux qui n'arrêtent pas de baisser. Que ce soit ici, c'est les taux 30 ans et les taux 5 ans. Et souvent, ce qu'on regarde, c'est cette courbe de taux, c'est-à-dire cette différence entre les taux longs et les taux courts. Et on voit que quand cette courbe de taux passe négatif, c'est un track record de 100%, de dire, quand elle repasse positif, on va avoir une récession. Donc c'est arrivé plusieurs fois, c'est arrivé en 2000, c'est arrivé en 2008, c'est arrivé au Covid, on s'était rapproché de zéro, tout. Ça dépend si on prend du 30-10, 30-2, mais voilà, à chaque fois que la courbe verte passe, et avant, ce qui est intéressant, c'est que les dernières fois, elle est passée négative, elle n'est pas restée très longtemps négative, mais on était dans cette période, en fait, où il n'y avait pas d'inflation structurelle. Quand, à la fin des années 70, elle est restée très longtemps négative, en fait, c'était une période qui était très inflationniste, la fin des années 70. Ça s'est terminé par Volcker qui a dû monter les taux, absolument à des niveaux absolument dingues, puisque c'est monté entre 14 et 16% pour les taux 10 ans et les taux 30 ans. Et en fait, mon point, c'est que le paradigme shift, il faut regarder ce qui s'est passé avant 80, puisque nous, le marché n'a peu de mémoire. Nous, on ne travaillait probablement pas à cette période, et enfin, moi, c'est sûr, je pense que vous aussi. Et en fait, je crois que c'est très intéressant de regarder le passé. Alors, regardons l'histoire. Et en fait, ici, c'est un challenge. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais le simplifier. Sur l'échelle de gauche, en fait, vous avez l'inflation en rouge. Donc, on voit en fait ce post-Covid, en fait, ce choc d'inflation avec un effet de base, c'est-à-dire l'inflation revient. Et maintenant, on est encore sur un rythme de 3-4% d'inflation en parlant du CPI. La target de Powell, c'est 2%, et il n'y arrive pas. Et on voit que dans les années 70, je vais zoomer, mais il y a eu deux énormes vagues d'inflation. Première post-73, c'était le choc pétrolier, et puis à la fin des années 70. Et pendant tout ce temps-là, l'or, ici, je l'ai rebasé à 100, il valait 35 en 72, donc l'or vaut aujourd'hui 4000, donc on a fait x100, et 100 à cette époque, bah, ça fait 10 000 maintenant. Et pendant cette période, en fait, le silver n'a pas fait grand-chose. En noir, vous avez le Dow Jones, donc il aurait mieux valu être investi sur le marché, sur l'or, que sur les actions. Et ici, vous avez le silver, et ici, vous avez les minières. Et c'est pour ça qu'en fait, personne ne veut investir dans les minières. C'est-à-dire que ça a été... Les minières, c'est un cercueil. C'est-à-dire que pour les gens qui, depuis 30 ans, il y a des moments où il y a de l'euphorie, puis la plupart du temps, dans 90%, en fait, c'est terrible. C'est comme quand vous tradez dans une salle de marché, en fait. Donc 90% du temps, la volatilité, elle baisse. Donc les traders, ils sont... Et ceux qui sont longs volatilité, bah, c'est comme ceux qui sont longs or, c'est ceux qui perdent 99% du temps. Minière. Comment? Ceux qui sont longs minières. Minière. Voilà, Il y a quand même eu une période d'euphorie en 2010-2011. Oui. Ah bah oui, il y a des périodes d'euphorie, mais sur le silver, on était à 50, on a tapé pendant la crise du Covid 12. Donc en fait, faut être un peu... mais tout ça, c'est parce qu'en fait, on était dans cette période où il n'y avait pas d'inflation. Oui. Moi, là, on rentre dans une période où en fait, il faut complètement revoir le logiciel. Là. Et oui. Alors, Donc en fait, l'élément structurant, c'est les dettes souveraines. bah, les dettes souveraines, je pense qu'on va... Le problème là... La différence avec les autres sites. Ah oui, la différence, c'est là, sûr. en fait, tout a explosé et que donc il y a plus rien pour tenir la nécessité d'abondement à la masse monétaire. Voilà. Et aussi cette perte de confiance dans cette chute de pétrodollar, j'en ai parlé, parce que si on connecte le The Dot, en fait, il y a le fait que plus personne ne veut refinancer cette dette américaine. Mais ce qui n'était pas le cas dans les précédents. Mais ce qui n'était pas le cas depuis 72.
Et ils n'avaient pas envie de refinancer cette dette américaine, les Chinois, les Russes, ils étaient obligés. Et maintenant, les réserves d'or, pour la première fois, ont dépassé, dans les semaines passées, là, ont dépassé les réserves de dollars pour les banques centrales mondiales. Donc c'est-à-dire que tout le monde est en train de sortir du dollar. Encore une fois, je pense que il faut voir que l'asset allocation mondiale, actuellement, en fait, un portefeuille dit diversifié ou dit balance, bah c'est quoi? C'est 60% de poche liquide, 30% d'immobilier, en France en tout cas, 10% d'alternatifs ou de private equity. Bon, l'immobilier, je trouve que c'est quand même, Vincent, tu connais un peu le sujet, mais c'est quand même très très lié au taux d'intérêt. Le private equity, pour l'instant, personne ne sait combien ça vaut. Ils ont tous l'impression que ça a été absolument 20 ans fantastique sur le private equity, mais il n'y a pas de mark-to-market. C'est comme l'immobilier papier, les SCPI. C'est-à-dire que personne ne sait. Tous ces projets qui ont été rentables, pour quelque part peut-être des mauvaises raisons, parce que l'argent était très facile, donc le levier était très facile, comme le private equity est basé sur le levier. Donc retirons ces 40%, puisque je ne suis pas un expert de tout ça. Donc, mettons que, mais sur la partie liquide, si vous avez 60% d'actions, 20% de bonds, et que vous traversez cette période des années 70, où c'est un loss decay sur l'equity, avec, by the way, des drawdowns de 20 ou 30% sur le Dow Jones. Imaginez ce que ça peut donner aujourd'hui sur le Nasdaq ou sur le S&P. Le S&P est d'ailleurs du Nasdaq aujourd'hui. Les deux plus gros, le Nvidia dans le S&P, c'est la première stock et c'est 10%. Donc en fait, on a un loss decay sur l'equity, des taux qui ont explosé dans les années 70. Bonne chance avec votre portefeuille 60-40. C'est 99,9% de l'investissement mondial. Vous êtes une grosse famille, vous avez un family office, il investit comme ça. Vous êtes un CGP, IFA, vous conseillez vous leur dites, voilà, vous mettez 60% d'equity, 40% d'or, la martingale à la Redalio des années 2000. Obligation. D'obligation. Encore. La martingale, quand il y a un risk-off sur les marchés actions, les bonds sont là, c'est le safe haven, vous serez protégé. Voilà. Alors là, j'ai fait un zoom pour simplifier le graphique d'avant et pour vous montrer que, en fait, l'or, on est parti de 35 en 70. Il y a eu la non-conversion, première vague d'inflation avec l'or Ivory. Première, on est passé de 35 à 180 dans cette première vague d'inflation. Et puis on a corrigé 180 à 100, donc ça fait une grosse correction, 50%. Et derrière, en fait, à la fin des années 70, à la fin de cette période d'inflation, une explosion en fait du... Là, on voit que les minières réagissent bien dans cette période. Elles réagissent bien, mais là, en fait, il n'y a pas d'indice qui remonte aussi... Enfin, j'en ai trouvé un qui est l'indice du Barron's, mais sinon, enfin, tous les ETF n'existaient pas. Même le HUI, le Arca Goldbug, a été créé fin des années 90. Donc en fait, et dans ce Barron's, il n'y a que des minières d'or. Donc en fait, il y a cette folie de l'argent. En fait, n'est pas la ligne violette ne représente pas en fait ce qui s'est passé. Alors voilà, on a vu la présentation de Peter. Il y a un chart qui a été fait par Tavi Costa qui montre que en fait le silver est au centre de toutes ces problématiques inflationnistes, monétaires, toute cette Green Revolution avec les panneaux solaires, les batteries, et que par ailleurs, on est absolument pas cher en termes de valorisation, et ça j'y reviendrai après. Ça c'est un chart qu'on a présenté il y a quelques mois, parce que vous savez qu'on traitait en fait avec les gros global macro, le charting, il y a beaucoup de gens qui disent voilà, c'est un peu de l'ésotérisme, on y croit pas. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un risk-taker en global macro qui a des fonds qui font des milliards, qui n'a pas cette charte dans la tête, qui n'a pas cette chartiste personnelle. Paul Tudor Jones, Griffin, Jeffrey Gundlach, tous les plus grands traders et risk-takers du monde
ils ont des chartistes et ils ont des charts. Et il y a ce qu'on appelle cup and handle, c'est comme une cup of tea. Donc c'est la rouge avec une plus petite et qui remonte aux années 70. Et quand on a publié ce chart, on a dit si ça casse, on était à 30 là. Aujourd'hui, on est à 50. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus haut en nominal à la fin des années 70 et en 2011. Et donc fin des années 70, c'était le Lehman Brothers squeeze. Donc il y aurait une explication graphique du moment qu'on est en train de voir. En fait, ça veut dire que là, on est en train de casser des niveaux, ça peut être catapulté à des niveaux bien supérieurs. En 2000, l'année dernière, en 2024, quand l'or a cassé ce ceiling à 2000-2100, on a vu l'accélération. C'est-à-dire en un peu plus d'un an, on passe de 2000 à 4000 sur l'or. Le silver est beaucoup plus explosif. Donc en fait, mon point, c'est de dire 50, c'était pas une target. 50, c'est le moment où il va y avoir des conférences comme aujourd'hui, et en fait, où ça va s'accélérer. Pardon, en réel, on est à combien aujourd'hui? En réel, on est clairement au-dessus de 200. En fait, il faut voir en réel par rapport à 80 ou en réel par rapport à 2011. Et de toute façon, c'est des niveaux, même par rapport à 2011, je crois qu'on est au-dessus de 15 ans d'inflation, on est au-dessus de 200. Donc, je peux vous donner les calculs exacts, j'ai tout le détail. Alors, je vais accélérer parce que je pense que effectivement vous devez partir, mais ce que je dis, c'est que ce sont des actifs qui sont 3U, c'est-à-dire under-owned, personne n'en a. L'allocation mondiale, c'est 1%, en dehors des banques centrales. C'est monté avec les banques centrales. 1% sur les minières. C'est 1% sur l'or, et on est passé à 1,8% sur l'or. Et les minières, il faut savoir que c'est tout petit, c'est-à-dire qu'on parle de 600 milliards de capitalisation boursière. À jeudi soir, vendredi soir, NVDA, c'était 4,6 trillions. C'est-à-dire qu'on a quasiment une stock qui fait 7 fois l'ensemble des minières. Donc les minières, c'est 0,3% de l'investissement equity. Historiquement, c'est monté, quand l'or, bon, je dis c'est 1% et c'était 8% en 2011, les minières, à un moment dans des portefeuilles, ça a été 3-4%. Voilà, c'est probablement le chart le plus important de toute cette présentation, c'est les ratios or-silver. En fait, on voit que quand vous divisez le prix de l'or par le silver vaut 80 fois moins que l'or. Et en fait, on a cassé ça. Vendredi soir, on a cassé ce niveau de 80. Donc ça fait quelques années qu'en fait le silver était entre 80 ou quelques mois que le silver était entre 80 et 100. Ce qui est absolument, dans l'histoire, c'est très élevé, 80 fois. Et contre l'equity, donc là vous avez le gold divisé par le Dow Jones divisé par le gold, et on voit cette base de plusieurs décennies, avec ce double bottom. Et encore une fois, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on est en train de casser à la hausse. Vous imaginez s'il y a une correction sur l'equity, on a parlé des valorisations, et avec ce phénomène où l'or monte tous les jours, en fait, quand on casse des niveaux comme ça, derrière, il y a une accélération. Donc là, je ne parle pas d'analyse technique court terme, mais à quelques mois, ça veut dire que l'or, en fait, peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et je pense que cette prise de conscience est en train de se faire. C'est-à-dire que nous, tous les cailloux qu'on a retournés depuis des mois, on a fait face à des gens qui nous disaient « Mais pourquoi je m'intéresserais en fait, à un secteur qui fait 600 milliards je suis mieux de me concentrer sur NVDA qui fait 4,5 trillions. C'est un micro-secteur, ton secteur. Et en fait, il y a cette prise de conscience. C'est-à-dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est probablement la première fois à Paris qu'il y a des gens comme Benoît, comme Peter qui arrivent. Je peux vous dire que dans les années à venir, probablement ces événements, et puis peut-être que l'année prochaine, au lieu d'être 30 au petit déjeuner et 50 au déjeuner, il y aura 200 personnes dans la salle. C'est toujours comme ça que ça se passe.
pourquoi c'est important là, ce chart? Parce que regardez, les années 70, il y a un moment, quand on réalise que le silver c'est le véhicule ultime pour jouer cet environnement inflationniste, il n'y a pas de limite. Peter a parlé des contraintes des contraintes d'une commodity, c'est de l'offre et de la demande. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et donc en fait, le mouvement à la hausse, c'est pour ça qu'on appelle ça le silver squeeze, c'est-à-dire le mouvement à la hausse peut être totalement exponentiel et d'une violence incroyable. Le tout, c'est d'être positionné un peu avant. Voilà. Là, la sous-performance, encore une fois, c'est la sous-performance des minières par rapport au silver. Et là j'ai mis ce chart depuis 2011, parce qu'en fait, dans toute cette période, c'est la période où les Goldbugs ont souffert. Ils ont eu mal, ils ont investi dans des projets miniers, dans des exploratrices. Ça a perdu. Ici, quand ça passe de 100%, le Barons, de 100 à 20, on perd 80% de son argent. Si on investit dans une exploratrice, on peut perdre 98% de son argent. En fait, ce qui s'est passé depuis quelques mois, c'est qu'au fur et à mesure que ça remontait, bien sûr, elles ont doublé. Mais tous ces Goldbugs, ils ont revendu. Même en étant Goldbug, dès que ça monte, ils disent, là, ça a pris 20-50%, hein, on prend nos profits. C'est pour ça que c'est important de voir ce qui est derrière les grandes dynamiques. Parce que, en fait, il y a un risque, je ne dis pas que c'est ça, bien sûr dans la vie et spécifiquement en investissement. Il y a la probabilité que le scénario que je vous ai décrit arrive, elle ne vaut pas zéro. Et elle est en train de monter jour après jour. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous ai donné l'allocation mondiale de ce 60-40, et ben je pense que c'est intelligent de commencer à mettre des métaux précieux, et ça fait partie de la diversification et de la gestion du risque. Puis je suis pas le seul, en fait je suis pas le seul à le dire, parce que il y a 3 semaines, il y a Goldman, Morgan Stanley, qui ont dit le 60-40, et peut-être que c'est obsolète, il faudrait penser au 60-20-20. Donc en fait, on prend 20% de fixed income et on met 20% d'or. Voilà. On a créé un indice avec Laurent l'année dernière. On s'est associé à BNP Paribas, qui est la première banque de dérivés avec JP. Hein. Et on a créé un indice, et là c'est le stock picking de Laurent. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des fonds or. Mais un fonds or, c'est quoi? C'est un gérant derrière ces écrans qui de temps en temps va recevoir une société, va voir Benoît, et voilà, il va prendre sa décision. Nous, on a créé tout un écosystème. C'est-à-dire que on a Laurent qui a accès en fait aux plus grands spécialistes. On voit qu'on peut faire venir Peter, qui a quand même écrit The Great Silver Bull. Il connaît tout l'écosystème, il connaît les géologues, il connaît les CEO. S'il doit passer un coup de fil à Benoît pour savoir ce qui se passe, il le fait. Et à côté de ça, nous, chez Omen, on a 25 ans ou 30 ans de carrière dans le trading. Alain est là, il a traité tout ce qu'il y a de plus complexe à la BNP, il a été boss du trading complexe à la BNP, que ce soit de la vol, de la corrélation, des SKU, on comprend tout ça. Et quand on met tout ça ensemble, en fait, on a créé cet indice, qu'on a lancé officiellement, vous pouvez le voir sur Bloomberg, là, le 30 avril 2024. On a eu un peu de chance, on pensait qu'on était en retard, on a eu un peu de chance. On a un peu souffert en termes de vol, mais bon, jamais été négatif, ça a toujours monté. En fait, là, vous avez depuis avril, ça a toujours monté. On avait ce marché américain qui continuait de monter et ces actions mondiales qui continuaient de monter. Donc, effectivement, les equities, ça bouge à 15% de volatilité. Mais on avait une volatilité 2 fois supérieure. Donc, on voit qu'on bougeait beaucoup. Et puis, boum, cette année, tout d'un coup, ça commence à démarrer. Et c'est ce que j'appelle la rotation du capital. Cette rotation du capital va s'accélérer. Il y a la rotation du capital des valeurs de croissance qui sont très très chères, on a parlé des valorisations, vers des actifs réels qui valent 0, et ben elle est enclenchée là. Les gens, 99% des gens ne la voient pas. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans les comités d'investissement à discuter de est-ce que NVDA c'est une valeur de... on devrait le mettre dans des portefeuilles value. Mais tous ces comités d'investissement, dans les semaines à venir, ils vont commencer à réfléchir. Parce que il y a Goldman, il y a Morgan Stanley qui a dit ok, c'est plus 60-40, c'est 60-20-20. Et puis derrière, il y a des gens comme j'ai mentionné, c'est des gens avec qui
nous ont traités, mais c'est Griffin de Citadel, c'est Paul Tudor Jones, c'est Jeffrey Gundlach qui commence à dire, finalement, on est dans un monde où l'inflation c'est sticky, et puis les bons, il faut faire très attention. Parce que personne ne va vouloir refinancer cette dette. Donc ils appuient. Puis qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des gens qui viennent de l'asset management traditionnel, qui vont commencer à vouloir en mettre. Et là, je peux vous dire qu'ils sont très très loin. Ils disent, voilà, comment ça se passe, faut qu'on achète de l'or, comment est-ce que les mines d'or, vous savez, c'est toujours décorrélé à l'or, donc on ne sait pas si on doit jouer ça, comme ça. Et tous les comités d'investissement, petit à petit, vont rajouter. Et c'est ce qui va nourrir, en fait, ce marché haussier. Et on parle souvent on dit souvent un marché, c'est the wall, you have to climb the wall of worry. Et là, c'est la terreur. C'est-à-dire que les gens, pour eux, les mines, c'était mon premier slide. C'est des voleurs, ça fait pas de sens. Donc ils en sont au tout début de la réflexion. Donc on peut avoir un cycle de plusieurs années, en fait. Guillaume, est-ce Oui. qu'on peut avoir, à ton avis, un Weimar 2.0 quoi? J'ai jamais... c'est un truc que je voudrais creuser, mais j'ai jamais eu Moi, le temps, mais bon. Moi, j'ai pas du tout, je fais pas du tout partie, de la communauté des Goldbugs. Je me suis intéressé au sujet que depuis quelques années. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense que il n'y a pas d'intérêt à être fearmonger et je pense que Humankind, il trouve toujours une solution. Donc en fait, décrire le pire, c'est pas mieux. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire, voilà, on a ce portefeuille qui a beaucoup monté, qui est focalisé sur les actions de croissance. Comment est-ce que je fais pour le protéger, ce portefeuille? Et c'est ça, en fait. Il faut comprendre que ce portefeuille, soi-disant balance, n'est plus balance. Et si vous mettez 10, 20, 30% dans le complexe métaux précieux, en fait, c'est pour protéger les 70% restants. Puis si vous avez tort et que moi j'ai tort, et ben tout le reste montera et vous serez toujours bien. Donc en fait, je pense que ce discours de dire demain c'est Weimar, d'abord j'en sais rien. Comme je vous ai montré les années 70, les années 1930, il y a tellement de choses qui sont, on ne peut pas dire tout, c'est vraiment toutes choses égales par ailleurs. Il y a tellement de différences dans ces périodes que voilà. Moi je vous donne une conviction sur un travail qu'on a fait. Maintenant, je ne vous dis pas la probabilité c'est plus de 80%. Je vous dis même si vous pensez que la probabilité c'est 10%, il faut agir. Et il faut agir maintenant. Voilà. Est-ce que je peux ajouter, parce que je t'écoute parler, là, moi ça fait 30 ans que je suis là, puis il y a un joueur qui ne se trompe jamais, c'est Goldman Sachs. Parce qu'ils sont assis à la table de la Maison-Blanche et ils exécutent la stratégie. Et on les a vus dans les années 2000, quand l'or était vraiment à rien, puis on disait à Barrick, il faut que tu couvres ton hedge book, parce que l'or va partir, puis Barrick a pris une perte de milliards, ils ont fermé le hedge book. Goldman Sachs sont assis à la Maison-Blanche, puis ils voient, puis ils exécutent. Quand Goldman te dit, l'été prochain, c'est 4600, c'est parce que ça va être 4600. C'est, depuis 30 ans, parce que nous, on prend des décisions basées sur ce qu'on croit. Tu sais, si on construit plus vite, moins vite, on en vend plus, on en vend moins. Et Goldman et Morgan Stanley ont dit depuis un mois, changez vos stratégies, allez aux 20%, ça va arriver. Il y a un autre gars qui est assis à la Maison-Blanche, qui s'appelle James Rickard. Lui, il est là tous les jours, il vient dans les conférences. Lui, il vient de dire, la semaine dernière, 7 000 $. Et à la fin, qui est le plus grand propriétaire d'or au monde? C'est les États-Unis. Ils ont besoin de rebalancer leur bilan. Ils ont besoin de rebalancer leur bilan. Ils ne sont pas fous à temps plein. Ils sont un peu fous des fois, mais pas à temps plein. Et ils dépensent 1000 milliards par mois. Le gars là, qui est le secrétaire au Trésor, là, qui est le propriétaire de Cantor Fitzgerald, qui vaut des centaines de milliards probablement, c'est lui qui gère l'économie américaine. Là. Et ils savent qu'ils vont rebalancer le prix de l'or. Et ils en ont presque 300 millions d'onces d'or chez eux. Puis on ne sait pas, on ne l'a pas audité, on dit toujours est-ce qu'ils l'ont. Regarde, Elon Musk avait fait sur X, avait dit on va l'auditer. Qui veut venir? Moi j'avais écrit, je veux venir, je vais aller. Il m'avait répondu dès qu'on a des dates, je vais vous revenir. Bon, ça a été annulé. Mais si, pour se sauver, ils doivent faire une réévaluation de l'or,
ce qui se dit présentement, ça va être entre 15 et 20 000 l'once. Puis, eux autres, ils s'en foutent. C'est eux les propriétaires. La Chine en a, tout le monde. Alors, c'est pour ça que tout le monde court pour aller chercher plus d'or. Parce qu'à un moment donné, oui, de l'or, ça vaut. Tu le sors d'un trou, tu l'amènes en Suisse, tu le remets dans un trou. Sauf qu'on est d'accord que ça va être ça, la valeur qui va soutenir les devises. On n'a pas la solution, mais c'est sûr quand Goldman te dit 4006, Rickard te dit 7000, Frank Holmes, qui est le meilleur gestionnaire américain, US Global, te dit, il a écrit hier 7000. Ces gars-là, là. Puis il y a une chose, vous le savez, là, les Américains, il n'y a rien qui est normal, qui est pas. Quand quelqu'un me dit, moi j'ai un produit, je m'en vais FDA pour l'homologation d'un produit pharmaceutique. C'est la pire mafia au monde. Si t'es pas américain, tu n'as aucune chance de passer l'FDA. Là. Ils bougent les buts aussi souvent qu'ils veulent. Alors, il faut savoir que eux, ils sont en train de gérer ça. Là. Puis oui, ils dépensent, j'augmente la dette. Ça ne stresse pas. Il y a quelque chose qui se passe là. C'est vous, si votre maison vaut 1 million d'euros, vous êtes rendu à 3 millions de dettes, ben il faut que la maison soit 6 millions d'euros peut-être. Là. Et ils vont rebalancer leur bilan comme ça. Et ils n'ont rien d'autre à faire que l'or. Alors, je dis toujours, on suit Goldman Sachs. C'est pour ça que nous, on a accéléré, on accélère Boumadine. On va produire 300 millions d'or par année. Ça va coûter 1000 l'once le produire. On accélère le projet. Évidemment, il y a de l'argent, mais il y a de l'or. Parce que ceux qui sont assis à la table, ils ne sont pas beaucoup, là. Ils sont 5-6. Ils ont toute la même vision. Et Cantor Fitzgerald, what's the guy's name? Lutnick. Howard Lutnick. C'est lui là, qui tient les clés de l'économie. Puis nous, on travaille avec Cantor. Nous, on est en train de lister ailleurs sur la bourse de Nasdaq. Et ceux qui nous accompagnent, c'est Cantor Fitz. Et on parle avec le numéro 2 puis le numéro 3. Puis les autres, c'est A. Leur patron gère l'économie américaine. Fait que, encore une fois, on n'a pas la science, mais c'est pas un jeu comme avec des règles, tout le monde suit les règles, tout le monde est bon. Non. Eux, ils font ce qui est bon pour eux seulement. Rien d'autre. Et beaucoup de paiements d'armement présentement pour les États-Unis est fait avec de l'or. Quand ils vendent à des pays, souvent ils demandent s'ils peuvent être payés en or. Parce qu'ils savent qu'ils vont le réévaluer. Ils ne peuvent pas faire autrement. Puis quand Goldman dit bouger vers ça, ça fait 30 ans qu'ils sont tout le temps corrects. Je vous dis juste ça, nous on le suit, puis ils sont. C'est un jeu de 6 personnes. Là. Ils se parlent, puis ils décident comment ils vont faire. Et j'ai une question qui me tient à cœur. Donc vous êtes trésorier sur l'or. Moi j'ai investi sur l'or par le biais des minières pour bénéficier de l'effet de levier. Moi je n'ai pas acheté réellement l'or physique. Et il y a beaucoup de voix très alarmistes qui disent qu'il y a un risque de crack boursier, la dette américaine, la dédollarisation. Est-ce que si le marché boursier chute, est-ce que les minières vont chuter également, malgré la hausse de l'or? Alors, les gens ont cette perception pour des bonnes raisons. J'ai dit qu'on avait vécu dans 25 ans de période où il n'y avait pas d'inflation, où cette corrélation bond-equity était inversée pour les rendements. Et effectivement, en 2008, l'or a perdu 15%, les minières ont perdu 50%, ou perdu 40-50%. En 2020, qui était plutôt une espèce de flash crash sur quelques semaines, l'or a perdu de nouveau 10% et les minières ont perdu comme le Nasdaq. Donc on a affaire à cette classe d'actifs qui est peu liquide parce que c'est 600 milliards, je ne sais pas quel est le volume quotidien de Aya, mais 2 milliards de market cap, ça va traiter quelques dizaines de millions de dollars par jour. Si on est un gros fonds et qu'on a ça dans un coin, qu'on a besoin de cash, on vend et on est américain, on ne réfléchit pas trop, on explose le titre à la baisse. Donc ça, c'est clair que c'est un risque. Après, si vous croyez dans en fait, ce discours, en fait, la proba, c'est que ce soit pas la même chose. C'est que ce soit comme le crack de 87, c'est que ce soit comme les années 70, où en fait le marché action dans les années 70, on a vu que le Dow Jones entre 75 et 79 avait perdu. Enfin, il y a eu un moment où il y a eu des trous d'air de 20% sur le Dow. En fait, les minières sont montées.
en 87, le crack de 87, l'or est monté pendant la semaine du crack et les minières se sont bien tenues. Vendredi soir, alors je ne parle pas des small caps ou des productrices, mais vendredi soir, il se trouve que quand le marché américain décroche de 3% sur Trump qui impose 100% de tarifs, et ben en fait les minières clôturent, les grosses minières, le GDX clôture à entre, je sais pas, à -1, -0,80. Donc en fait, il y a aussi un argument pour dire, il ne faut pas être le vrai G, parce que effectivement ça peut arriver, donc c'est surtout de la gestion du risque après. Voilà. Et ça me donne une bonne conclusion, qui est de dire, nous, la gestion du risque, bah, c'est notre métier, c'est-à-dire que, d'abord, voilà les performances là, de cet indice de BNP Paribas. Donc pour rajouter de la granularité, j'ai pris les ETF de minière d'or senior, le GDX, minière d'or junior, le GDXJ, minière de silver senior, le SIL, et minière de silver junior, le SILJ. Donc en fait, on a tous les benchmarks possibles, et en fait, on s'aperçoit qu'avec on a un portefeuille très concentré, parce qu'on a 20 titres sur des productrices. On est capable de dire en fait quels vont être les free cash flow et on est capable d'avoir cette analyse fondamentale. Donc on a fait un gros travail au niveau bottom-up. On combine ça avec nos skills macro et nos skills de trading. Et en fait, ça a donné un indice qui, depuis le début de l'année, bat absolument tous les benchmarks possibles. Voilà, on a un biais silver, on a à peu près 30% du portefeuille. On a, au bon moment, un peu tôt, au premier trimestre de cette année, on a augmenté cette exposition sur le silver. On a souffert, en fait, au deuxième trimestre, parce que le silver, il y a eu un mouvement là, de 33 à 27 qui a été assez violent. On aurait pu avoir un meilleur timing. On aurait pu avoir un meilleur timing, mais bilan des courses, on regarde depuis le début de l'année, depuis le lancement. Donc ça, c'est la surperformance vis-à-vis de tous les indices, et on bat tout. En ayant un portefeuille de 20 stocks qui n'est pas plus volatile que les ETF qui ont 80 stocks. C'est performance en euros. Hein. Oui, c'est performance en euros, parce que l'indice est en euros. Voilà, et ça c'est plutôt pour montrer notre legacy, pour montrer qu'il faut venir nous parler, et après vous nous expliquez quel est votre cahier des charges, quel est votre appétit au risque, et on vous montre les produits avec... Nous, on a des lignes avec Goldman, on a des lignes avec BNP, on a des lignes avec SocGen. On est capable de faire. Alors, jusqu'à maintenant, on a traité beaucoup de produits qu'on appelle auto-call. Alors, ce sont des produits qui sont basés sur la vente d'options de vente. Comme la volatilité est très forte sur ces titres, vendre un put, ça coûte très cher. Et donc, on est capable de donner en fait du rendement de 10 à 12% à 15% en euros, avec des protections assez intéressantes. C'est des marchés qui sont très très développés en Europe, très très développés en Suisse, dans le wealth management. Donc on fait ça. Après ça, on fait aussi des produits de participation, c'est-à-dire des gens qui nous disent je veux être exposé à la hausse. Alors en ce moment, ce qui revient, c'est oui, mais alors ça a beaucoup monté, donc comment je fais pour me protéger d'une correction, si j'investis pas au meilleur moment. Donc on va discuter de tout ça avec eux et on va... Alors, après, on ne traite pas avec des particuliers, hein. C'est pour soit des family office, soit ce qu'on appelle des CGP, et ils ont eux-mêmes leurs clients et ils nous demandent de dessiner des produits pour les CGP, et on essaye de convaincre les institutionnels. Je peux vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que pour l'instant, ils ne veulent pas en entendre parler, mais ça va venir. Voilà. Ben merci Guillaume, merci à vous.